Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si c'est parti, l'enregistrement? OK, c'est bon. Bien, donc je laisse la parole à Martine Bruette pour la présentation. Merci, Manu Dewa. Donc, je suis heureuse de faire votre connaissance aujourd'hui, d'être parmi vous. Effectivement, on est un petit groupe, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Ce serait intéressant d'avoir un échange interactif. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, moi, je souhaitais présenter davantage un petit peu ce que ça signifie, le changement d'échelle. Et essayer de démystifier un petit peu le concept, sensibiliser les entreprises collectives au changement d'échelle. Judith est accompagnatrice de formation. Le TIES, l'organisme pour lequel je travaille, ne fait pas d'accompagnement, mais Judith est là en renfort pour expliquer finalement le changement d'échelle à l'aide d'exemples, ce que ça implique comme réflexion au sein des entreprises collectives. Et donc, on pourra essayer de répondre à certaines de vos questions ensemble. Et Marie-France, que ce regard là, du point de vue de l'entreprise elle-même qui est engagée dans un parcours de changement d'échelle. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec le TIES, c'est un organisme donc, qui est un acronyme, là, Territoire innovant en économie sociale et solidaire. C'est un organisme qui fait le pont entre le milieu de la recherche et les acteurs du terrain, notamment l'écosystème de soutien à l'économie sociale. Et dans le fond, le TIES a 3 principaux mandats. Un premier de veille, donc de mettre en lumière les innovations qui sont pertinentes dans le secteur de l'économie sociale et du développement territorial. Justement, de faire ce travail de liaison, ce qui est le deuxième mandat, entre le milieu de la recherche et les acteurs du terrain pour pouvoir créer des nouvelles connaissances. Et finalement, le dernier mandat, c'est de transférer ces connaissances, de créer des outils, de trouver des stratégies, par exemple, créer des outils pour essayer de laisser les acteurs du terrain s'approprier là, ces nouvelles connaissances-là au bénéfice du développement du rayonnement de l'économie sociale. Et donc, j'aimerais tout de suite, on est peu nombreux, on a peut-être l'opportunité de se présenter rapidement. Peut-être faire un petit tour de table. Vous pourriez nous indiquer qui vous êtes, l'entreprise collective, si vous êtes impliqué dans une entreprise collective, vous expliquer un petit peu ce que c'est et ce que ça signifie pour vous, finalement, le changement d'échelle. C'est quoi votre intuition par rapport à ce concept? Qu'est-ce que ça signifie? Je serais intéressée d'en savoir plus là-dessus. Je commencerai peut-être par Judith pour lui permettre de se présenter un peu, puis par la suite, on pourra prendre le relais. Là, vous pourrez répondre à la petite question. Donc, Judith, je te laisse tout de suite la parole. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'avoir réussi à me connecter et d'être avec vous. Comme Martine le mentionnait, je m'appelle Judith Godet, je suis consultante en évaluation d'impact et d'effets d'intervention et aussi en clarté stratégique. J'accompagne des organisations de différentes tailles, différents formats qui opèrent dans différents secteurs d'activité, pas seulement en économie sociale. Et j'accompagne aussi des projets de changement d'échelle, notamment des accompagnements qui sont financés par Innowave, qui est un organisme qui vise à renforcer les capacités des organismes à but non lucratif. Donc, une partie de ma pratique est financée grâce au partenariat avec Innowave. Alors, que signifie pour moi le changement d'échelle? Dans ma pratique, pour moi, le changement d'échelle, c'est vraiment la question d'accroître son impact social. D'abord et la première étape, c'est de clarifier quel type d'effet ou de changement, d'impacts sociaux que mon organisation veut générer et d'avoir une certaine clarté là-dessus. Puis après, on peut se poser la question de comment, quelles sont les meilleures stratégies pour y arriver. Et c'est beaucoup ce type d'accompagnement-là que je fais dans la vie, clarifier les effets pour après voir quelles sont les meilleures stratégies pour les obtenir en fonction de nos capacités organisationnelles et des besoins de l'écosystème. Donc, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Judith. On peut peut-être, je ferai le tour de table en finissant par Marie-France, qui se connaît bien aussi en changement d'échelle, donc ça va finir un peu la boucle. Élisabeth, je te vois directement sur l'écran, donc je te laisserai te présenter. Oui, bonjour. En fait, il y a comme un écho. Moi, c'est plutôt peut-être
vraiment à l'échelle embryonnaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau agroalimentaire. Puis, c'est la perspective que il y a plein de terres qui sont vouées maintenant à des grandes cultures de soya, de maïs qui vont peut-être plus nourrir des gens ailleurs. Puis, ça serait de voir de quelle façon on pourrait stimuler, par exemple, la production alimentaire, disons, dans un plus petit rayon, nourrir les gens, l'agriculture de proximité, c'est voir est-ce que le modèle peut être adapté à ça. Donc, c'est vraiment très embryonnaire de ce côté-là. Je vis dans un secteur où il y a aussi un parc pas très loin, donc il y a tous les écosystèmes et tout ça. Donc, tout est relié. Donc, c'était plus à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si ça clarifie s'il y a des questions ou ça, mais ça résume un peu ma participation aujourd'hui. Merci beaucoup, Elisabeth. Je vais ensuite Julie Laroche. Bonjour, moi je suis chez En Logement, un organisme qui construit des logements adaptés pour les personnes handicapées. C'est un OBNL qui est en pleine croissance et moi le changement d'échelle pour moi c'était un peu ça aussi quand c'est un organisme local avec des activités plutôt restreintes, des outils plutôt moins informatisé. Puis là, on veut une grande croissance, on développe, on s'étend dans la province, puis là, on fait face à des défis. Fait que moi, le changement d'échelle, c'est à ce niveau-là, c'est vraiment au niveau de la croissance de l'organisation. Donc, mon intérêt, c'était de voir aujourd'hui les outils, puis aussi avoir des arguments pour convaincre le conseil d'administration qu'il faut être préparé à une croissance, qu'on ne l'improvise pas nécessairement, puis qu'on ne fait pas juste sauter sur les opportunités, qu'on la prépare. Donc, voilà mon intérêt d'être ici aujourd'hui. Super, merci beaucoup, Julie. Oui, je pense que ça tombe à point là, avec la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Emmanuel. Bonjour, moi je suis à la direction générale de l'Observatoire estrien du développement des communautés à Sherbrooke. Et puis, je résonne beaucoup avec ce que la personne qui vient de parler a dit. Nous, c'est ça, on est un organisme plutôt en service professionnel, dans le fond. Et puis, c'est ça, dans le fond, notre équipe vient de s'agrandir, presque doubler. Donc, c'est un peu cette croissance en ressources humaines-là qui fait penser qu'on est peut-être en changement d'échelle. Donc, par rapport à la question du début, qu'est-ce que j'entends par ça? Je ne suis pas sûre exactement comment je distingue changement d'échelle versus gestion de la croissance, honnêtement. Là. Donc, j'ai hâte de pouvoir en apprendre à ce sujet-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les autres personnes, je vois qu'il y a d'autres noms sur le côté Johanna, Michel, Gabriel et Pierre-Claude. Je ne sais pas s'ils sont présents. Oui. Johanna. Oui, je peux me présenter aussi si vous voulez. Oui. Donc, moi, je travaille à la Fabrique des Mobilités Québec. Donc, on est impliqué notamment avec le TIES sur Montréal en commun. Et donc, notre intérêt par rapport au changement d'échelle, c'est justement l'application de ce changement d'échelle au commun par rapport au modèle d'affaires plus classique, parce que ça se rapproche quand même plus de l'économie sociale. Et donc, c'est voir comment est-ce qu'on applique la mécanique du changement d'échelle aux particularités des communs et des modèles d'économie sociale. Merci beaucoup. Pierre-Claude a levé la main. Michel aussi. Donc, Pierre-Claude.
Désolé, j'avais du bruit dans mon bureau. Bonjour, Pierre-Claude Roy, je me présente, directeur général nouvellement directeur général de la coopérative Culture Innov à Saint-Camille. Nous, on est dans l'agriculture de culture émergente, donc les petits fruits que peu de gens connaissent, comme la camerise, l'argousier, la mélange, la groseille et un ensemble d'autres choses. En fait, j'ai été interpellé par la conférence d'aujourd'hui parce que nous aussi, on est en croissance. On est déjà à l'échelle nationale, là, où on descend des clients partout au Québec. Mais puis on est quand même toutefois en croissance à ce niveau-là. Puis on est en train de faire une intégration verticale, là, pour employer des termes de gestion, là, où on va offrir à la fois du service conseil, mais aussi dans les prochains mois du service de transformation alimentaire, là, où on est en train de terminer une rénovation d'un centre de transformation alimentaire, là, pour pouvoir offrir ces services-là. Donc, on a disons, beaucoup de pain sur la planche devant nous. Merci. Merci beaucoup. On peut terminer le tour de table avec Michel. Bonjour à tous, Michel Lesage, directeur général chez Estriade Sherbrooke. Curieux du sujet. Comme la plupart des gens, ça peut prendre différentes avenues. Nous, dans notre cas, on est une OSBL qui existe depuis 25 ans. Donc, on reçoit des dons, puis on a un magasin qui valorise les articles. Donc, on a 80 employés. La croissance, on la vit depuis plusieurs années, mais cette année, depuis 2 ans, encore plus particulièrement. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut mentionner, c'est oui, on vit toutes des croissances dans nos organisations, mais de voir un peu l'impact qu'on peut avoir dans la communauté, parce que vu qu'on prend de la croissance, ça a des impacts. Par exemple, ici, on fait du recyclage, on détourne des choses des centres d'enfouissement. Je pense que l'an passé, on avait 1500 tonnes, puis cette année, en 2022, on a fait 2600 tonnes qu'on a détournées. Alors, ça a un impact par rapport au travail qu'on fait, et je pense que la population se doit d'être encore plus sensibilisée en accord ou en collaboration avec les villes, de voir le travail qu'on fait, puis l'impact qu'on a. Alors, je pense que quand on parle de changement d'échelle, oui, on a l'impact dans nos entreprises parce qu'on a vu la croissance, mais aussi dans nos écosystèmes locaux où ce qu'on est. Merci. Merci, Michel. C'est un très bon point, très pertinent. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui souhaite prendre part au tour de table, je n'ai pas vu de main levée. Peut-être, Marie-France, on pourrait terminer le tour de table avec toi rapidement. Je sais que des fois, on ne voit pas les gens dans la liste, mais ils sont là quand même. Donc, je ne sais pas si n'hésitez pas, peut-être les gens qui ne se sont pas présentés, parce que c'est le fun, effectivement, d'entendre qui vous êtes. Moi, c'est Marie-France Bellemare, puis je suis directrice générale chez Incertec à Montréal depuis 2 ans. Une entreprise qui fait du reconditionnement, réemploi, réparation de matériel informatique. Et on est une entreprise d'insertion socio-professionnelle. Donc, j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, nous, en lien avec le changement d'échelle. Merci beaucoup, Marie-France. Donc, on peut se lancer directement. On va plonger pour essayer de démystifier un petit peu le concept de changement d'échelle. On voit que vous avez des très bonnes pistes. Finalement, vous êtes assez à l'aise avec le concept. Donc, à quel besoin est-ce que le changement d'échelle vient répondre? Si on veut, pour faire la présentation, je me base beaucoup. On a produit un guide, le TIES sur le changement d'échelle, auquel Marie-France a collaboré d'ailleurs par le passé. Donc, vous trouverez là, toutes les informations si vous souhaitez revenir sur quelques aspects de la définition, de la conceptualisation des stratégies. Tout ça se trouve dans le guide qui est offert gratuitement là, sur le site Internet du TIES. Je vous enverrai les liens par la suite. Et finalement, on travaille depuis 2015 sur cette idée du changement d'échelle, sur la thématique du changement d'échelle, puis l'idée, c'était de stimuler finalement les entreprises collectives à considérer des voies pour essayer d'augmenter leur impact social. Puis pour ce faire, on développe des outils pour mieux accompagner cette phase charnière dans la vie d'une entreprise d'économie sociale. Puis le changement d'échelle, le sens, finalement, la définition qu'on lui donne, c'est que c'est une croissance qui a du sens,
qui vise avant tout l'augmentation de l'impact de l'innovation que vous portez comme entreprise collective et non pas la génération de revenus. Donc, on reste vraiment dans cette idée d'accroître les retombées positives de votre innovation, que ce soit auprès de la communauté ou de la société en général. Donc, on a fait un petit tableau sur la diapositive suivante qui distingue bien le changement d'échelle de la croissance ou du développement des affaires. La croissance, finalement, elle fait souvent référence à l'augmentation du chiffre d'affaires ou des effectifs. Vous en avez parlé. Est-ce que c'est de la gestion de croissance ou est-ce que c'est du changement d'échelle? Le développement d'affaires est lié au développement des ventes et du marché, alors que le changement d'échelle, c'est vraiment une évolution du modèle d'affaires pour l'amener à provoquer plus de retombées positives, finalement. Donc, le changement d'échelle, il peut amener une certaine croissance, si on veut, mais pas nécessairement. Il n'est pas pensé dans cette façon-là. On peut se diversifier, produire de nouveaux services, avant tout pour répondre aux besoins de ces membres de la population, ce qui peut entraîner une certaine croissance, mais on peut aussi choisir de disséminer librement d'accès ces bonnes pratiques en faisant un guide, par exemple, et le transmettre gratuitement, on y reviendra plus tard, mais dans ce cas-là, on ne génère pas nécessairement de croissance, mais on accroît notre impact. Donc, elle est là la distinction finalement entre le changement d'échelle et les autres termes qui sont plus associés au vocabulaire de l'économie classique qu'on connaît. Une organisation peut être amenée à changer d'échelle pour diverses raisons. Donc, souvent, il y a une opportunité qui se présente à l'organisation. On peut penser à une volonté de se développer pour aller chercher justement pour répondre à un besoin. Il y a des possibilités de financement aussi qui peuvent survenir. Donc, on a des nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Mais le changement d'échelle peut aussi être réfléchi en réponse à un enjeu ou à une contrainte qui amène l'entreprise collective à devoir revoir finalement son modèle en profondeur, voire même à se réinventer. On l'a vu dans le contexte post-pandémique, l'environnement a changé, il faut réfléchir à les besoins, par exemple, des personnes desservies ont changé. Si la pérennité financière de l'organisation est menacée, le changement d'échelle peut représenter une avenue intéressante dans certains cas. Finalement, il y a une réflexion stratégique qui peut être à l'origine de la réflexion sur le changement d'échelle. Donc, on est dans le cadre de une nouvelle planification stratégique et on va se poser les questions de, on va commencer à se projeter dans l'avenir, comment on se voit dans 5 ans, dans 10 ans, en fonction des impacts qu'on souhaite avoir. Donc, ça peut être une façon d'amener la réflexion sur le changement d'échelle. Moi, j'aimerais tout de suite poser une question à Judith par rapport à ça. Et si vous avez des questions par rapport à la définition, mais moi, j'aimerais savoir, dans le cadre de l'accompagnement, c'est à quel moment, finalement, est-ce que les entreprises collectives viennent chercher un soutien ou engagent cette réflexion-là sur le changement d'échelle? Est-ce que ça correspond à ces différentes propositions qui sont énoncées ou il y a d'autres cas? C'est quoi ce que tu vois le plus souvent, finalement? Oui, en fait, parmi certains des accompagnements qui sont soutenus par InnoWave, on a notamment le parcours impact et clarté stratégique et le parcours qui s'appelle accroissement d'impact, qui réfère au changement d'échelle, en fait. Et souvent, on va accompagner des organisations premier temps, soit était à une étape pour refaire une planification stratégique ou faisait face à une grande croissance organisationnelle. Et dans cette situation-là, il faut interpelle notamment InnoWave pour recevoir le soutien de coach comme moi. On est une équipe de coach à faire ça. Et en fait, ce qu'on va faire avec les organisations, c'est dans la première phase de travail, vraiment clarifier quels sont les impacts ou les effets que vous voulez générer de manière immédiate, à moyen terme et à plus long terme. Puis c'est une façon différente de faire la planification stratégique qui s'oriente vraiment, dans un premier temps, sur la clarté des effets qu'on veut générer dans notre écosystème en fonction des besoins qu'on perçoit dans notre écosystème, qu'on a analysé suite à des collectes de données. Puis tant qu'on n'a pas de clarté sur les changements qu'on souhaite générer, dans notre cas, en tout cas, c'est difficile d'accompagner les organisations. Donc, la plupart des organisations qu'on accompagne
suite à cette démarche de clarification des impacts, soit revoient leur modèle organisationnel ou leur stratégie, et ça peut amener à certaines d'entre elles à faire un changement d'échelle. Donc, de réfléchir à d'autres façons, soit de reproduire leur offre de services dans différentes régions du Québec, bref, de réfléchir à différents modèles pour encore mieux atteindre les impacts qui ont été priorisés. Merci, Judith. Puis je pense à répondre, on voit sur le changement d'échelle, finalement, ce n'est pas un passage obligé. Et donc, si on voit, ça doit être d'abord en cohérence avec la mission. Il ne faut pas qu'il vienne dénaturer l'entreprise d'économie sociale, sa mission. Des fois, on a des entreprises collectives qui vont vouloir saisir une occasion de financement qui va exiger un certain développement. C'est peut-être pas une bonne idée à ce moment-là. Ça peut l'être aussi, mais ça doit devenir finalement, il faut toujours garder en tête l'alignement du changement d'échelle avec la mission et la capacité à mettre en œuvre le changement d'échelle. Donc, ce n'est pas un passage obligé. Ça prend une certaine solidité financière, un appui, une mobilisation de l'équipe, du CA, des ressources humaines, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de considérations à prendre en compte là, avant d'envisager le changement d'échelle. Mais l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter l'éventail des possibles, puis de garder finalement la réflexion, peut-être de sensibiliser au changement d'échelle pour garder la réflexion en arrière-pensée quand on sort la tête du guidon un peu puis qu'on entame justement un exercice de planification stratégique. Ça peut être intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'organisation pour générer encore plus d'impact dans quelques années, par exemple. Et donc, Judith a déjà apporté la question finalement du pourquoi du changement d'échelle. On l'a vu, c'est d'abord pour accroître son impact. Et donc, avant de réfléchir à la stratégie qu'on va essayer de mobiliser pour réaliser le changement d'échelle, c'est d'abord de réfléchir à quel impact est-ce qu'on souhaite générer pour voir après, peut-être avec l'aide d'un accompagnateur ou pour voir après quelle stratégie serait la meilleure pour mettre en place cette nouvelle possibilité là, de génération d'impact. Donc, on peut passer tout de suite, Magnodewa, aux objectifs finalement du comment changer d'échelle. Judith, si tu souhaites intervenir, là, j'ai passé rapidement sur le côté des impacts qu'on souhaitait générer parce que tu l'as déjà présenté. Je proposerais tout de suite de se lancer dans les objectifs justement qu'on a identifiés, qu'on aurait identifiés, par exemple, qui justifient la volonté de changer d'échelle. Donc, le TIES a travaillé à une synthèse des connaissances finalement sur la thématique du changement d'échelle, puis a trouvé différentes stratégies qui pouvaient être mobilisées pour changer d'échelle, pour réaliser cette démarche-là. Et finalement, on les a classées en grandes catégories qui répondent à l'objectif principal qu'on veut atteindre par le changement d'échelle. Donc, si on pense à la diapo suivante, le premier objectif auquel, non, l'autre d'après, pardon, le premier objectif auquel on pourrait souhaiter répondre, là, une fois qu'on s'est posé la question, bon, quel impact est-ce que je souhaite générer avec le changement d'échelle? Peut-être que ça nécessite à ce moment-là de bonifier ou de consolider son offre. Si, par exemple, on est intéressé par des organismes qui ont une mission, des activités semblables ou complémentaires aux nôtres, si les aspirations puis les besoins des personnes qu'on dessert dans notre communauté ont évolué, on peut être amené à considérer de bonifier son offre de services ou de produits. Aussi, lorsqu'une organisation souhaite élargir son champ d'action puis rejoindre davantage de personnes pour accroître ses retombées positives, à ce moment-là, on peut considérer justement des stratégies pour venir bonifier son offre. Dans les stratégies qu'on a identifiées justement qui relèvent de ce grand objectif-là, on peut penser par exemple à la diversification de ses produits ou de ses services. Donc, par exemple, si vous faites, je pense par exemple à la coopérative La Patente qui participait ce matin à un atelier avec nous. C'est une coopérative de solidarité à Québec qui a commencé avec des ateliers de menuiserie, de couture, et là qui est rendue avec une outitech, une recyclerie, un café réparation, des formations et des ateliers en technologie. Donc, il y a eu une diversification des activités pour répondre aux besoins des membres de la communauté. On peut aussi penser comme type de stratégie pour répondre à cet objectif-là,
Mais la coopération entre organisations, j'en parlais tout juste tout à l'heure, ça peut être une idée de coopérer avec une autre entreprise collective pour essayer de mutualiser des ressources, par exemple, faire des économies d'échelle par le même coût, et ça permet de répondre à davantage de besoins dans la communauté. Puis finalement, on peut aussi envisager une fusion avec, pourquoi pas, une autre organisation. Si les missions sont semblables, puis on sent, ça permet d'éviter peut-être de la concurrence entre deux organismes qui ont une mission semblable. Donc, de fusionner pour créer, par exemple, une nouvelle entité peut être une solution. Et puis, on peut aussi envisager d'acquérir une autre entreprise, une entreprise privée, par exemple, ou prendre le contrôle d'une OBNL qui, justement, encore une fois, a une mission semblable, donc elle est absorbée par une autre organisation, pas dans le contexte économique classique, mais il peut y avoir des négociations pour se dire on peut avoir plus d'influence si on se regroupe ensemble. Puis au niveau des acquisitions, en ce moment, on en voit beaucoup dans le contexte du reprenariat collectif, des coopératives de travailleurs qui vont reprendre des entreprises privées qui sont sur le point de fermer ou dont le propriétaire n'a plus de repreneurs. Et donc, ça peut être une façon de venir consolider, bonifier son offre. Je pense, par exemple, au groupe TAC à Québec, qui est une entreprise adaptée, qui a récemment fait l'acquisition des raquettes à neige Faber, qui sont vendues un peu partout et qui finalement, c'était une entreprise privée qui allait fermer parce qu'il n'y avait pas de repreneur. Et pour les besoins de l'entreprise adaptée, bien, finalement, eux, ils avaient la possibilité de reprendre ce type d'activité, de l'intégrer à leur modèle et donc d'offrir plus d'emplois à des personnes avec des limitations, ce qui est complètement en lien avec l'objectif premier de la mission là, pour générer plus d'impact. Judith, est-ce que tu as d'autres exemples ou des idées à apporter par rapport à cet objectif d'entreprise qui cherche à bonifier ou consolider leur offre finalement par le changement d'échelle? Oui, un exemple, en fait, un exemple dans le secteur plus des services à l'enfance. Dans le domaine, en fait, c'est la Fondation Marie-Vincent qui intervient auprès des enfants et des familles qui, malheureusement, ont subi des différentes formes de maltraitance sexuelle. Alors, leur offre de service était principalement logée à Montréal. Et ils avaient comme 3 grands volets d'intervention. Donc, un volet recherche et développement, il y a un volet service direct clinique pour les familles et les enfants qui ont subi différentes formes de maltraitance sexuelle, donc des suivis d'accompagnement psychologique. Et ils se sont dit que pour accroître l'impact plus large finalement que dans le territoire montréalais et pour répondre à l'ampleur des besoins en lien avec les problématiques sexuelles qui sont visibles chez les jeunes, ils ont décidé de renforcer le volet qui s'appelle prévention et éducation. Donc, ils ont développé deux programmes. Un de prévention implanté dans les centres à la petite enfance pour outiller les éducatrices en garderie à aborder des sujets liés à la prévention puis certains contenus prévention liés aux abus sexuels chez les enfants. Et ils ont aussi développé, de concert avec le ministère de l'Éducation, à vraiment renforcer les programmes qui sont enseignés dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Donc, c'est leur façon, eux, d'aller rejoindre le plus de gens, en plus de continuer l'offre de services cliniques qui, elle, était localisée dans le territoire montréalais. Donc, ce ne sont pas tous leurs services qui ont été mis à l'échelle, mais dans cet exemple-là très précis, ils ont décidé de diversifier leur stratégie pour encore mieux atteindre les effets visés qui soient de réduire et prévenir la maltraitance sexuelle chez les enfants et leurs familles. Merci Judith. Et je trouve que ça met bien en lumière finalement toute la réflexion qui va derrière. Nous, on présente ça dans le guide, on a la conceptualisation du changement d'échelle. Hop, je souhaite bonifier l'offre, on va se tourner vers telle stratégie. Il y a quand même toute une réflexion qui doit avoir lieu derrière et que Judith explique bien. Finalement, est-ce que c'est nécessairement à partir de son modèle, juste de coopérer avec une autre? C'est vraiment de se poser la question, bien, par quel moyen, quel impact est-ce que je souhaite générer? Est-ce que c'est nécessairement mon modèle qui va contribuer à créer cet impact-là? Est-ce qu'on doit le penser différemment? Est-ce qu'on doit penser à un nouveau service?
Et c'est ça qui oriente finalement la détermination de la stratégie, de l'objectif qu'on va se fixer, puis de la stratégie qu'on va mobiliser pour changer d'échelle. Donc, l'exemple donné par Judith montre bien la seconde catégorie d'objectifs, finalement, qui vont souvent justifier un changement d'échelle. Donc, on peut passer à la diapo suivante, qui est celle de reproduire une recette gagnante. Puis là, il y a un danger, j'ai envie de dire, bon, une mise en garde, peut-être, ce serait plus approprié, mais souvent, et ça, c'est ce que Judith disait, donc je vais te laisser continuer là-dessus, mais les entreprises collectives qui vont vouloir changer d'échelle, bien, partent de leur projet, de leur programme pour dire, bien, tiens, on va le reproduire ailleurs. Notre modèle d'affaires a fait ses preuves, donc on va le reproduire ailleurs. Et la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est vraiment le modèle qu'on doit reproduire de façon similaire ailleurs, ou est-ce que c'est pas finalement pour accroître l'impact? Est-ce que ça passerait pas par davantage de formation, du service conseil, par exemple, à d'autres structures? C'est quoi la meilleure façon d'accroître l'impact avec notre modèle de reproduction d'une recette gagnante? Et c'est donc pas nécessairement qu'une question de justement reproduire une structure semblable dans un autre milieu. Et donc, on voit sur ces stratégies qui vont justifier l'idée qu'on va vouloir reproduire une recette gagnante pour répondre aux besoins de personnes peut-être à l'extérieur de sa communauté, pour aller rejoindre plus de bénéficiaires ou de publics. Bien, finalement, on va envisager surtout des stratégies qui visent à disséminer son modèle dans une perspective, dans l'objectif d'influencer d'autres milieux à mettre en place quelque chose de similaire, ou alors on va envisager des stratégies d'essaimage. Donc, peut-être juste pour éclairer un petit peu les termes, puis, tu sais, l'objectif, c'est vraiment juste de donner justement une idée de ces possibilités qui s'offrent à vous, mais on ne rentrera pas plus que ça, puis ce n'est pas le vocabulaire, finalement, c'est juste de se saisir là, des concepts clés. La dissémination, ça peut être, comme je l'expliquais tout à l'heure, de produire un outil qui est accessible, librement d'accès sur mon site Internet, pour que d'autres municipalités, communautés puissent en bénéficier, puis n'aient pas nécessairement à réinventer la roue s'ils souhaitent mettre en place quelque chose de semblable. Donc, on pense justement à des guides qui expliquent des façons de faire, des choses comme ça qui peuvent être mobilisées par d'autres, qui sont très utiles. Et ensuite, quand on envisage les stratégies d'essaimage, bien là, on peut peut-être passer, Manu Dewa, à la différente diapo. On voit là, c'est un spectre qui est assez large, mais en gros, ce qu'on souhaite retenir, c'est que finalement, on va reproduire notre modèle d'une façon plus organisée que par la dissémination, c'est-à-dire qu'on va garder un certain contrôle sur la façon dont ça va se mettre en place, et donc, il sera plus ou moins affirmer ce contrôle selon la forme qu'on va choisir de prendre. Je pense par exemple à de l'essaimage. On a là, différents spectres qui sont présentés ici. Sans trop vouloir entrer dans le détail, on peut penser l'essaimage souple. Ça peut être, par exemple, une organisation qui agit en tête de réseau et qui va s'allier avec d'autres acteurs sur le territoire québécois, par exemple, pour collaborer ensemble, coopérer ensemble, puis offrir une certaine ligne directrice, un certain soutien, une mutualisation des ressources, par exemple. Donc, chaque entité garde sa propre gouvernance, garde sa propre identité, mais collabore avec une structure, avec une tête de réseau, par exemple. Je pense à la Cantine pour tous, qui est un bel exemple, là, qui est situé à Montréal et qui collabore avec plusieurs entreprises d'économie sociale sur l'ensemble du territoire québécois pour offrir des repas, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, notamment dans les écoles. Puis à l'opposé du spectre, bien là, on voit où il y a une volonté de contrôle importante sur le modèle, sur la reproduction du modèle. On peut penser puis là, ça prend la forme, par exemple, des renaissances. On va ouvrir différentes friperies, différents centres de dons. Ils ont tous une identité commune, une gouvernance commune. Là, on va reproduire notre modèle vraiment dans sa totalité sur l'ensemble du territoire. Là, j'ai donné 2 petits exemples comme ça. Je ne sais pas si, Judith, toi, tu rencontres fréquemment dans ta pratique des exemples de volonté, finalement, de reproduire le modèle. Est-ce que c'est ce qui ressort le plus ou est-ce que c'est quelque chose peut-être même pour les porteurs de projets qui sont présents aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez dans un avenir peut-être plus ou moins rapproché, là, de travailler avec d'autres ou d'essayer de reproduire votre modèle dans d'autres milieux?
Donc, peut-être Judith, si tu veux parler un petit peu de ton expérience, puis s'il y a d'autres intervenants qui veulent participer à la discussion, là, je vous laisse la parole. Toujours ça arrive à l'occasion, effectivement, que les organisations que j'accompagne ont essayé différents types d'essaimage. Et pour revenir à l'organisation dont je parlais tantôt, en plus de diversifier leurs différents services, ils ont aussi ensemble, on a réfléchi à évaluer différents types d'essaimage parce qu'avant de choisir un essaimage, il y a quand même une phase de collecte et d'analyse de données qui est souvent importante à réaliser pour dire c'est lequel le mieux, le meilleur, le plus réaliste en fonction aussi des besoins et du territoire dans lequel je veux m'implanter. Alors, dans leur cas, leur modèle clinique qui est un peu un modèle sous le même toit avec des thérapeutes, tout ça qui accompagne les familles, ils voulaient l'implanter dans d'autres régions du Québec en fonction de l'importance des besoins de ces régions-là. Ils ont priorisé des régions où il y avait des longues listes d'attente pour des jeunes et des familles pour accéder à des services cliniques. Ça, c'était un des paramètres considérés. Deuxième paramètre considéré aussi, c'est quelles sont les ressources en place dans ces régions-là et est-ce que ce sera possible d'établir des collaborations intersectorielles, donc entre différents secteurs, parce que pour une intervention dans ce domaine-là, ça prend une étroite collaboration avec la DPJ, la police communautaire, les autres organismes communautaires, parce qu'il faut mettre en place autour de ces familles-là des interventions aussi en complément du suivi qui est réalisé. Alors, ils ont testé différents scénarios pour enfin choisir, du moins dans une région, on pourrait dire quelque chose qui se rapproche je dirais, de la franchise, à savoir qui ressemble beaucoup au modèle qui était à Montréal, avec quelques particularités propres à la région dans laquelle se sont implantés, mais où on devait retrouver certains critères de qualité qui sont associés aux bonnes pratiques cliniques dans le domaine de la maltraitance sexuelle. Donc, il y a eu toute cette réflexion-là. Puis pour d'autres régions, ce n'était pas possible d'implanter le modèle tel quel, mais il fallait quand même répondre aux besoins. Donc, ils ont développé une autre forme qui est plus proche, je dirais, de la dissémination, donc de former des thérapeutes à l'approche qui avait été développée à Marie-Vincent pour qu'eux puissent minimalement, en tout cas, assurer un suivi clinique dans d'autres régions du Québec pour ces enfants-là, mais pas avec un modèle de service tous sous un même toit, là, comme dans la région montréalaise, puis dans l'autre région, ça a été implanté. Je ne sais pas les autres, si vous aviez été témoin ou si vous-même voulez essayer différents types d'essaimage ou de dissémination. Julie a levé la main. Oui, ben, je peux me risquer à intervenir. En fait, nous, c'est ça. Les municipalités offrent des terrains à l'organisation, puis ensuite, l'organisation construit des immeubles sur les terrains. Puis présentement, il y a beaucoup d'intérêt dans la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, mais la plupart des immeubles présentement sont dans l'Estrie. Je pense, moi, ça fait 7 semaines là, que je suis dans l'organisation, donc il y a quand même des éléments qui m'échappent, mais quand même, je ne pense pas qu'il y ait eu une réflexion sur la franchise ou laisser d'autres organismes prendre en charge, mais ça pose quand même des grandes questions sur comment on va gérer à distance ces nouveaux emplacements-là. Je ne sais pas, dans ce que vous avez vu dans le passé, comment les organismes font. Est-ce qu'ils embauchent des gens dans d'autres régions pour gérer? Est-ce que c'est centralisé? Je suis un peu curieuse de voir comment ça se passe là, quand il y a un développement comme ça sur du territoire qui est très grand, mais quand même qu'il y a une gestion qui souhaite demeurer centralisée. Là, ça pose quelques défis, disons. Je t'ai occupée à prendre des notes, mais c'est vraiment un très bon point. Puis je pense qu'il y a vraiment différentes façons de l'envisager finalement. Nous, on n'est pas des experts de l'accompagnement, mais du moins dans nos travaux, c'est vrai qu'on a mis en place des communautés de pratique où on est amené à voir toutes sortes de situations qui se présentent, puis des entreprises qui sont avancées dans leur parcours. Ça me fait penser à je vois, moi, déjà dans la communauté de pratique qu'on a actuellement, on a des entreprises collectives qui n'ont pas les capacités de réaliser des reproductions de leur modèle partout sur le territoire. Donc, ils ont décidé d'ouvrir un service de service conseil pour accompagner les structures locales
pour mettre en place avec une feuille de route les différentes étapes. Ils ont un processus qui est clair, mais ils ne sont pas en mesure justement de garder des liens avec toutes les régions, puis avec toute la responsabilité puis les capacités que ça implique. Donc, c'est passé cette fois-ci par un service conseil. Je pense à une autre qui a, je vous parlais tout à l'heure du groupe TAC qui a fait une fusion avec une entreprise à Amqui, une autre entreprise adaptée. Et donc, il y a toute une réflexion en amont sur la gouvernance. Donc, l'idée, c'était de faire une fusion. Ça a été la stratégie qui a été décidée pour respecter au mieux et permettre à l'autre organisation, finalement, de créer une nouvelle structure avec une culture organisationnelle commune pour ne pas faire en sorte qu'il y en ait un qui se sente justement dans la gouvernance, qui se sente délaissé ou au profit d'une grosse structure. Et donc, c'est toute une réflexion qui est engagée derrière aussi sur comment est-ce qu'on souhaite collaborer avec les partenaires. Puis, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple de la cantine pour tous, où là, l'idée, ça a été de déterminer qu'on ne va pas reproduire des petites cantines pour tous à travers la province. On va travailler avec les structures qui sont en place, qui vont garder leur gouvernance parce que c'est comme ça qu'on peut être plus fort. Donc, ça revient peut-être à l'idée de Judith, là, je te laisserai peut-être continuer là-dessus, mais sur, finalement, c'est quoi l'impact qu'on souhaite générer? Comment est-ce qu'on peut être le plus fort pour y arriver? Puis là, je pense que c'est là où ça nécessite un accompagnement. Tu sais, quand tu parles de la Fondation Marie-Vincent, finalement, ce qu'ils avaient en tête, quand ils sont arrivés avec leur projet de changement d'échelle et à la suite de leur accompagnement, la forme qui a été prise est complètement différente, puis c'est un modèle hybride. Donc, c'est peut-être justement là, toute une réflexion qui est nécessaire et la forme qui va être donnée va être unique à la conclusion de cette réflexion-là, mais il y a quand même des outils pour inspirer puis pour aider à la faire justement, cette réflexion. Judith, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, c'est certain que je pense qu'il y a plusieurs modèles. Dans le cas de cette organisation-là, il y a une équipe qui est quand même engagée pour travailler dans le modèle qui est un peu une copie quasi conforme du modèle montréalais, pas complètement parce qu'il faut toujours s'adapter au territoire où on s'implante. Donc, il y a eu effectivement mise en place d'une structure organisationnelle propre, mais qui est liée quand même avec la structure de Montréal. Et là, c'est ça, là, je pense qu'il y a vraiment, c'est important de réfléchir à ça, de s'assurer qu'on a une structure de gouvernance qui est en accord aussi avec les valeurs de l'organisation, le type d'impact qu'on veut générer, de réfléchir finalement à nos modes de gouvernance, qu'il faut qu'ils soient à l'image de ce qu'on veut générer comme changements sociaux. Est-ce qu'on est à l'aise avec un modèle où il y a de la gouvernance partagée entre les différents points de service? Qu'est-ce qu'on veut finalement implanter comme culture d'organisation et de gouvernance? Et ça, c'est des réflexions que chaque groupe doit avoir là, dans ce cas-là. Merci, Judith. Puis, je trouve que ça soulève une question qui est intéressante aussi, puis qui est souvent à prendre en considération, peu importe le type d'essaimage ou la suite qu'on souhaite donner, c'est cette question de l'ancrage territorial, finalement. Quand on parle d'un essaimage, vous parlez effectivement d'un territoire qui est très vaste. Pour aider, c'est sans doute d'aller chercher le soutien avec des partenaires, que ce soit par les relayeurs, les organismes qui existent, qui peuvent soutenir, parce que les structures ne sont pas les mêmes à travers le territoire non plus. Donc, il y a des pôles d'économie sociale qui peuvent jouer un rôle aussi pour conseiller puis faire du maillage dans d'autres régions du Québec, vous mettre en relation avec les organisations qui sont sur place. Et donc, ça peut être une bonne porte d'entrée aussi, là. Peut-être une dernière petite stratégie, une dernière grande catégorie d'objectifs qui va justifier une volonté de changer d'échelle, c'est l'objectif de vouloir changer le système. Et ça, souvent, on voit, c'est une motivation qui est derrière la création de presque toutes les entreprises collectives. Mais quand on l'observe de cette façon-là dans le contexte du changement d'échelle, quand on l'analyse, c'est vraiment qu'il y a une stratégie qui va être déployée pour essayer de modifier des politiques publiques ou des cadres réglementaires. On souhaite, par le changement d'échelle, transformer le système en profondeur. Et donc, on va penser le système en profondeur, ça peut être justement les politiques, mais aussi des secteurs d'activité. Je pense, par exemple, un des exemples qu'on donne souvent, c'est la création du réseau des CPE.
c'est ce qui est le produit d'une démarche de longue haleine par les organismes, les garderies populaires, les organismes qui travaillaient dans la petite enfance pour amener une autre façon de concevoir les services à la famille. Donc, souvent, la volonté de changer d'échelle, elle n'est pas exclusive. C'est-à-dire que souvent, le changement d'échelle, on va vouloir bonifier son offre, accroître son impact et aussi avoir une incidence sur le système qui est en place. Et donc, je trouve que ça met bien l'attente pour la suite de la présentation. J'allais rentrer dans l'idée du parcours d'accompagnement au changement d'échelle. Comment est-ce qu'on planifie le changement d'échelle? Il y a différentes étapes qu'on a identifiées. Et peut-être avant de se lancer là-dessus, je trouve que ce serait peut-être un bon moment pour laisser la parole à Marie-France, parce que justement, Marie-France, dans la réflexion sur le changement d'échelle, on rentre vraiment dans cet objectif de vouloir transformer sa filière, de vouloir transformer le système. Et puis, la réflexion d'Incertec démontre bien c'est quoi les différentes étapes du parcours. Donc, je pense que ça va bien illustrer la suite de la discussion. Donc, Marie-France, pardon, je te cède tout de suite la parole. D'accord. Bien, rebonjour tout le monde. Merci, Martine. Donc, peut-être pour commencer, je vais mettre la table un petit peu sur qui est Incertec, quel genre d'organisation on est, pour vous mettre un peu en contexte, puis après vous expliquer comment on réfléchit le changement d'échelle, comment ça s'est passé dans le passé et comment ça risque de s'orienter pour la suite. Alors, Incertec, c'est une entreprise d'économie sociale, comme je disais tantôt, une entreprise d'insertion socio-professionnelle qui existe depuis 25 ans. Donc, ça a démarré parce que dans un quartier, un secteur du quartier Rosemont à Montréal, il y a une grosse entreprise, la Angus, qui fabriquait des locomotives qui fermait, qui peu à peu quittait le quartier et ça a laissé un gros trou finalement dans le quartier en termes d'employeurs. Et il y a des acteurs locaux mobilisés autour d'une SEDEC notamment qui se sont mobilisés puis qui se sont dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer de l'emploi, pour garder des emplois dans le secteur, notamment pour les jeunes adultes qui étaient à l'époque particulièrement touchés par le chômage. Alors, ils se sont dit, ben, tiens, on pourrait reconditionner des ordinateurs. Ça doit être l'avenir, ça, les ordinateurs. Ça devrait être pertinent. Donc, on commençait cette petite activité-là un peu de façon artisanale dans un local. Et petit à petit, ben, il y a eu, oui, une croissance des activités. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à recevoir de plus en plus de matériel, à traiter de plus en plus de matériel. Puis, il y a des nouveaux volets d'activités qui se sont greffés au modèle. Donc, une boutique qui s'est ouverte, des services de réparation qui ont commencé à s'offrir aussi pour la population, éventuellement des services de formation aussi aux compétences numériques de base, parce que c'est beau vendre des ordinateurs, mais si les gens ne savent pas les utiliser, c'est problématique et petit à petit, donc le modèle s'est bonifié avec, différents nouveaux services, différents nouveaux volets d'activité. Donc déjà, on était dans une sorte de changement d'échelle par rapport au modèle initial. Éventuellement aussi, bon, Incertec au départ, quémandait presque des ordinateurs auprès de grandes organisations pour pouvoir les reconditionner, puis éventuellement a changé un peu son positionnement en disant: «Non, non, on n'est pas, on ne demande pas la charité, on est, des experts du reconditionnement de matériel informatique. Donc on va offrir un service professionnel, clé en main, à ces grandes entreprises, grandes institutions pour qu'ils nous remettent leur matériel et que nous, on puisse faire un traitement, dans le fond, gratuitement, qui soit écologique et qui soit à forte retombée sociale en plus, grâce au volet d'insertion socio-professionnelle. Donc, tranquillement, c'est ça, l'organisation s'est développée. Puis au bout de 25 ans, ben, il y avait eu tous ces petits, volets-là, ces petits volets de diversification-là qui se sont créés, et qui ont permis à Incertec de développer un modèle assez complet de propositions alternatives pour un numérique plus, responsable, disons. Donc, c'est un peu, comme ça que l'entreprise était quand moi je suis arrivée il y a 2 ans. Donc j'ai pris la relève de la 1re directrice générale qui était là depuis plus d'une vingtaine d'années. Puis le 1er réflexe, c'était de se dire: «Ben, waouh, c'est super, on a une entreprise qui a du vécu, qui a,
une expertise, qui a une notoriété, qui a une légitimité dans son écosystème, dans la communauté, mais plus largement aussi, ben, où est-ce qu'on s'en va maintenant? C'est quoi la prochaine destination? C'est quoi le prochain chapitre de l'histoire? Puis la question qu'on a décidé de se poser, c'est de dire, sur la base de tout ce qu'on a acquis comme expérience, comme histoire, ça pourrait être quoi notre contribution à la société dans les 5 prochaines années? Comment est-ce qu'on peut augmenter l'impact qu'on a sur les gens, sur l'environnement? Euh, on a la capacité de le faire. On est une entreprise qui a, c'est ça, qui est chanceuse, là, qui a perduré dans le temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus finalement pour essayer de transformer le système, transformer le modèle? Donc, on a réfléchi à différentes façons de faire, puis c'est là qu'intervient un peu notre réflexion changement d'échelle. Puis moi, j'ai utilisé les outils que Martine nous a présentés en nous disant, bien, il y aurait plein de façons d'augmenter notre impact parce qu'on a de l'impact auprès des jeunes qu'on accueille en insertion. On a de l'impact sur le plan environnemental parce qu'on prolonge la durée de vie du matériel informatique, ce qui évite aux gens de devoir en acheter des neufs et donc à des constructeurs, en quelque part, de devoir en produire des neufs, ce qui a beaucoup d'impact environnemental. On a de l'impact aussi social, notamment auprès de toutes les personnes âgées qu'on forme aux compétences numériques de base pour leur permettre d'utiliser l'informatique. Donc, il y avait plein de possibilités en termes d'augmentation de notre impact. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'écrire des petites histoires. Donc, sur la base des différentes stratégies qu'on connaissait de changement d'échelle, on s'est dit, si, par exemple, on décidait d'accroître notre impact sur les jeunes qu'on dessert, ben, on pourrait, par exemple, diversifier notre offre de services, puis offrir de nouveaux services à ces jeunes-là qu'on accueille. On pourrait essayer d'accueillir plus de jeunes dans nos installations, puis en insertion socio-professionnelle. On pourrait peut-être aider d'autres organismes communautaires, par exemple, à développer des plateaux de travail où les jeunes pourraient reconditionner du matériel informatique. Donc, plein de petites histoires comme ça. Après ça, on a fait le même exercice en se disant, OK, au niveau environnemental, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accroître notre impact? Et encore là, en regardant différentes possibilités, des stratégies qui permettent de bonifier ce qu'on fait déjà, des stratégies qui permettent d'étendre notre impact au-delà de la communauté qu'on dessert présentement. Ben, on a monté ces petites histoires-là et on a consulté les employés, les membres du conseil d'administration pour se dire, ben, quelle histoire vous parle le plus? Qu'est-ce qui vous rendrait le plus fier de travailler pour Insertec là, dans 5 ans, là, si une de ces histoires-là se concrétisait? Et en quelque part, oui, laquelle vous trouvez la plus pertinente dans le contexte des enjeux sociétaux actuels aussi, de ce qu'on connaît du contexte économique, du contexte social aussi. Puis il y a finalement, bon, c'est comme dans tout, hein, on avait plein de petites histoires, puis finalement, ça a fini avec un espèce de petit, de petite histoire hybride qui reprenait des morceaux de plusieurs. Mais ce qu'on a retenu, c'est de dire, ben, nous, dans 5 ans, on aimerait avoir contribué à structurer les activités de réemploi, de réparation de matériel informatique à l'échelle du Québec, mais dans un modèle qui met de l'avant aussi l'impact social. Donc, on le fait parce qu'on y croit puis qu'on pense que le Québec doit aller là pour limiter la surconsommation puis diminuer notre empreinte environnementale. Mais on veut que ce soit fait avec une perspective aussi d'inclusion sociale, d'insertion socio-professionnelle, de formation des aînés, etc. Donc ça, c'est l'idée. Ça, c'est la vision, c'est l'ambition qu'on a. Puis derrière ça, il y a une question. La question, c'est, ben, est-ce qu'on pense qu'on est capable de le faire? Est-ce que de notre lecture, ça serait pertinent? De notre lecture, il y a le besoin pour que ça se passe. De notre lecture, on a ce qu'il faut pour le faire, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, toutes sortes de petits points d'interrogation qu'on a. Et notre but, c'est, pour la prochaine étape, ben, de répondre à ces questions-là.
Et comment on va le faire? Là, on est très, très contents parce qu'il y avait un appel de projet pour un programme qui s'appelait Programme de préparation à l'investissement. C'était des budgets du gouvernement fédéral qui visait justement à permettre à des entreprises comme la nôtre de préparer un projet de changement d'échelle. Donc, on pouvait aller chercher des sous qui nous permettaient d'embaucher des gens qui ont une expertise plus pointue pour nous aider à répondre aux différentes questions qu'on a. Des sous pour nous permettre de dégager des gens à l'interne aussi pour qu'ils travaillent sur cette préparation-là, puis sur c'est ça, toute la documentation qu'on a à faire pour être prêt pour un éventuel projet de changement d'échelle. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est que là, on a réussi à obtenir ce financement-là. Et dans la prochaine année, ben, on va avoir justement de l'accompagnement, notamment pour faire un portrait sur la situation à travers le Québec. Est-ce que qui présentement fait du reconditionnement de matériel informatique seconde main? Qui fait de la réparation? Qui vend du matériel informatique seconde main? Dans quelles conditions? Où sont les gisements, entre guillemets? Où sont les concentrations d'entreprises qui pourraient avoir du matériel à nous confier pour qu'on puisse le traiter de façon écologique? Où sont les communautés qui sont mobilisées autour de solutions de réemploi pour réduire l'impact environnemental dans une optique d'économie circulaire? Où sont les partenaires potentiels, etc. Donc, ça, c'est un premier volet où on va être accompagné par des gens qui ont déjà fait ce genre d'études-là. Donc, ce n'est pas nous qui allons aller sur le terrain, ce n'est pas nous qui allons euh, passer à travers des bases de données pour trouver toute cette information-là. Il y a des gens qui ont l'expertise pour le faire, puis on a la chance de pouvoir travailler avec eux. Il y a un autre volet sur lequel on va travailler cette année qui est plus une étude de faisabilité. Donc, on va profiter de cette occasion-là pour se dire, ben nous, ça coûte combien un Incertec? Si demain matin, on devait à recréer un Incertec, par exemple, dans un autre milieu, ben, ça coûterait combien? Puis ça serait quoi les conditions requises pour que ça fonctionne? C'est quoi les éléments de la recette qui doivent être là pour que ça fonctionne? Donc, accompagnement sur une étude de faisabilité qui va nous aider aussi à se dire, bon, ben OK, ça coûterait combien? Mais si, par exemple, on allait, un petit peu comme Justine l'expliquait tantôt, si on allait simplement nous aider des gens à développer une activité similaire, ben, ça représenterait quoi comme coût? Nous, comment on pourrait absorber ces coûts-là parce que ça serait du temps quand même qu'on investirait? Les infrastructures dont on a besoin, ça coûte combien? Est-ce qu'on peut recréer ça ailleurs dans d'autres milieux, etc. Puis, sous le chapeau de cette étude de faisabilité-là, il y a aussi l'élément de faire une espèce d'analyse de risque parce que on veut bien sûr contribuer, on veut augmenter notre impact, mais on ne veut pas mettre à risque notre modèle initial, notre structure ici à Montréal. Donc, il faut bien passer notre affaire, voir ça serait quoi les risques, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les éviter, ces risques-là. Donc, ça, c'est le deuxième volet où on va avoir de l'accompagnement. Il y a un troisième volet où on va être aidé par des avocats parce que ce qu'on sait, c'est que ce travail-là de développer des activités à travers le Québec, on veut le faire avec d'autres parce qu'on croit que c'est important, comme partout en économie sociale, que des solutions, bien, ils impliquent des gens sur le terrain, dans les communautés, dans la gouvernance, etc. Donc, on va travailler avec d'autres organisations. Puis, pour bien le faire, bien, on pense qu'il faut qu'on soit à l'affût du type d'entente qu'on doit signer avec ces autres organisations-là. Par exemple, si on commence à expliquer à un autre milieu comment on fait les choses, bien, il y a peut-être des ententes de confidentialité qu'il faut signer au départ pour s'assurer que notre expertise ou notre savoir-faire va être utilisé à bon escient ou va vraiment être dirigé vers ce qu'on veut que ça donne et non pas partir dans l'univers chez des compétiteurs privés, par exemple. Si on décide de s'impliquer dans une autre communauté avec une entreprise locale, ben, on va peut-être avoir besoin d'une entente de coopération où il y a toutes sortes de choses qui vont devoir être précisées.
Notamment, est-ce que les gens veulent utiliser notre marque pour vendre leurs produits? Et si oui, ben, qu'est-ce que ça implique d'utiliser notre marque? Comment on veut qu'elle soit utilisée? Dans quels paramètres, etc. Donc, cet accompagnement-là sur le plan légal va être intéressant aussi pour nous aider à réfléchir un petit peu à la gouvernance de notre stratégie de changement d'échelle qui pourrait être à plusieurs, de plusieurs niveaux. Comme Justine aussi l'expliquait là, pour la Fondation Barry-Vincent, peut-être que dans un certain milieu, on travaillerait d'une certaine façon, puis dans un autre milieu, d'une autre façon aussi. Donc, c'est un peu vers ça qu'on s'oriente pour la prochaine année. Puis au terme de toute cette démarche-là, vous allez dire, bon, ouais, vous allez être pas mal en lignée. On va quand même se donner la marge pour prendre des décisions. Parce que peut-être que les études vont dire, ben oui, il y a un besoin, mais peut-être pas tant que ça. Ou peut-être que notre étude de faisabilité va dire, ben oui, c'est intéressant, là, mais les risques sont vraiment importants pour l'organisation ou ça se fait juste pas, recréer un incertec, vous avez bénéficié de certaines conditions à une certaine époque qui n'existent plus maintenant, puis c'est juste plus possible. Donc, on va être en mesure de se dire, OK, sur la base de cette information-là, est-ce que c'est un go? Est-ce que c'est un go avec des mais ou avec des choses qu'il va falloir mettre en place pour que ça devienne possible? Mais sur cette base-là, on va donc être capable de dire, ben voici, ça sera ça notre projet de changement d'échelle. Donc, ça fait un petit peu le tour. Il y a peut-être le bout, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais au départ, là, quand je vous disais qu'on regardait nos différents scénarios là, possibles pour nos petites victoires là, entre lesquelles on a choisi pour orienter un peu notre projet de changement d'échelle, il y a une étape avant pour nous qui a consisté à mettre sur papier c'était quoi l'impact qu'on avait présentement. Juste pour se dire, OK, l'actuel, c'est ça. Puis ce vers quoi on aimerait aller, ben c'est ça. Donc, c'est quoi notre ambition par rapport à l'impact qu'on veut avoir versus celui qu'on a présentement. Donc, la question d'être au clair, justement, avec c'est quoi cette affaire-là d'impact, puis en fait, vous dire que c'est vraiment ça qui a motivé toute notre réflexion par la suite. Si vous voulez, on peut peut-être passer, s'il y a des questions, s'il y a d'autres éléments. Martine, tu voulais rebondir sur l'accompagnement. Juste vous dire que oui, ça fait 25 ans qu'Incertec existe, que oui, on pense qu'il faut, que c'est même une responsabilité qu'on a de se donner des ambitions un petit peu plus grandes pour la suite, mais que tout ça n'empêche pas le fait que tout ne va pas roule pas complètement sur des roulettes à l'interne. On continue à avoir des enjeux de main-d'œuvre, toutes sortes d'enjeux, des fois des enjeux financiers, des fois des financements qui sont là, qui ne sont plus là. Donc, oui, je pense qu'on est chanceux, on a une situation relativement stable, mais tout n'est pas non plus parfait, tout rodé, tout nickel. Et puis, en quelque part, il faut se dire que dans le privé, dans le monde de l'entreprise privée, les gens n'attendent pas non plus que tout soit parfait dans les entreprises pour faire des fusions, des acquisitions, des développements, des diversifications. Il y a toujours une part de risque qu'il faut qu'il soit bien évalué, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir des ambitions, notamment en ce qui a trait à l'impact, parce que les enjeux, ils sont là, ils sont importants. Puis si ce n'est pas des gens comme nous qui les prenons à bras-le-corps, ces enjeux-là, ben c'est ça, on risque d'attendre longtemps avant qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Merci, Marie-France. Peut-être, j'avais mis sur la diapo suivante le parcours du changement d'échelle. Puis je trouve que Marie-France, ça amène bien la discussion, là, si vous voulez poser vos questions. Finalement, on voit bien qu'il y a toute une préparation qui est derrière avant d'arriver à l'étape où on élabore son projet de changement d'échelle, bien, il y a les étapes de détecter et de sensibiliser au changement d'échelle, puis de commencer une réflexion stratégique sur la question. Et d'où l'importance, Marie-France, je pense, a bien démontré toutes les étapes et les outils qui ont été mobilisés dans la réflexion pour essayer de voir, bien, tu sais,
c'est quoi l'impact qu'on souhaite générer, puis c'est à partir de ça qu'on a été évaluer différents scénarios. Et donc, il y a peut-être un besoin d'accompagnement qui se présente finalement très tôt. Puis je me souviens au début, quand on a fait le tour, il me semble qu'il y a quelqu'un qui parlait comment est-ce que je parle de changement d'échelle avec mon CA. C'est le même au sein des équipes. On a fait une petite trousse de l'accompagnement au changement d'échelle, encore une fois, disponible gratuitement sur le site du TIES pour le téléchargement. Mais une des fiches, c'est un petit one-pager qui explique brièvement c'est quoi le changement d'échelle puis comment apporter la question à ces instances de gouvernance, parce que parfois, on peut voir une certaine résistance à se dire, bien, nous, notre organisation, elle est pensée par et pour la communauté. Pourquoi est-ce qu'on souhaiterait se développer davantage? Puis sans amener le changement d'échelle comme quelque chose de très gros, c'est peut-être juste pour répondre à certains besoins actuellement non répondus par les membres de notre communauté qu'on pourrait envisager diversifier, par exemple, nos activités. Donc, ça permet d'avoir une conversation un petit peu plus éclairée, finalement, autour de cette question-là, puis de s'entendre, de développer une compréhension commune autour du concept et de ce que ça implique comme réflexion derrière, là, avant de se lancer dans un projet comme ça. Parce qu'effectivement, puis je pense que Marie-France le démontre bien aussi, ça demande du temps, ça demande une possibilité de se sortir un petit peu la tête du guidon pour y réfléchir. Et puis donc, c'est peut-être pertinent à ce moment-là de se tourner vers... On sait que le changement d'échelle peut nécessiter du financement spécifique pour le mettre en œuvre, mais il faut peut-être aller chercher une petite enveloppe avant pour aider à le préparer, le changement d'échelle, à justement être en mesure de se dégager une ressource qui va être capable d'y réfléchir, de travailler avec d'autres, avec des experts pour réfléchir à la forme que ça pourrait prendre et donc à s'investir peut-être dans un parcours d'accompagnement ou aller chercher justement cette expertise externe. Donc, moi, je terminerai ma présentation ici pour laisser du temps pour les questions. Là, Judith, si tu avais quelque chose à ajouter ou les participants, si vous avez des questions, on vous invite à les poser. Oui, merci beaucoup. Peut-être avant même que les gens nous posent les questions, moi, j'ai retenu quand même des choses intéressantes. C'est changement d'échelle, c'est chercher à accroître son impact, comment le faire. Donc, comment accroître ça? Ça doit vraiment être motivé par le fait de vouloir accroître son impact. Donc, vous voulez faire un changement d'échelle, ça ne doit pas être motivé par quelque chose d'autre que la recherche de accroître son impact. Et maintenant, accroître son impact suppose d'abord que l'existant même ne doit pas être fragilisé durant le processus. Donc, le choix de la stratégie doit permettre de conserver au moins les acquis, ce qui est fait déjà, et ensuite, en tout cas, prévoir donc de nouvelles choses. Et Martine le disait, c'est de voir vraiment comment est-ce qu'on se sent fort, dans quelle situation est-ce qu'on se sent le plus fort pour répondre aux besoins. Donc, préservation des acquis avant de vouloir ajouter quelque chose d'autre. Donc, il ne faudrait pas qu'on se fragilise. Et donc, cela suppose vraiment qu'il faut analyser toutes les options, s'assurer qu'on a toutes les ressources avant de s'engager. Et parfois, donc, même si on ne peut pas le faire tout seul, il faut donc en ce moment aller chercher des alliés, des partenaires. Et ça peut être sous forme de financement, ça peut être des partenariats. Et Marie-France aussi l'a mentionné, même quand on va vouloir confier peut-être la gestion du modèle à quelqu'un d'autre, veiller à ce que l'image de marque soit conservée, protégée, ainsi de suite, pour qu'il n'y ait pas de risque réputationnel par rapport à notre propre organisation. Donc oui, on veut accroître son impact, mais il faut aussi préserver les acquis, conserver en tout cas tout ce qui a été construit par les premiers initiateurs depuis le début. Et on ne se le cachera pas, il y a des compétiteurs donc du privé pur qui guettent aussi nos niches lorsqu'ils voient que tout fonctionne bien et tout. Ils viennent aussi lorgner pour voir s'ils peuvent copier, s'ils peuvent voler le truc. Donc, il faut se protéger en conséquence. Donc,
C'est ce que moi j'ai retenu. Je pense que si on donne la parole à tout un chacun, les gens pourront aussi se prononcer là-dessus. Mais déjà, vous avez la parole. On a encore 12 minutes dans le temps prévu. Si vous avez des questions, ouvrez votre micro et lancez-vous. Apparemment, pas de questions. Mais en fait, quand il n'y a pas de questions, il y a deux cas. Soit vous n'avez rien compris, ou soit vous avez tout compris. Maintenant, au moins, faites-nous signe pour qu'on sache que vous avez compris quelque chose. Julie avait une question et Julie, je m'apprêtais à te demander si on avait réussi à répondre un petit peu ou à t'aiguiller dans ta réflexion par rapport à la question que tu posais tout à l'heure. Donc, je serais curieuse de t'entendre. Ben oui, en fait, puis ben moi, je constate que la partie qui manque dans notre organisation, c'est la planification. C'est très instinctif comme décision, souvent, ce qui est pris, puis des fois, ça peut avoir comme impact de ne pas connaître, en fait, comment je pourrais, je faire une belle phrase sans... En fait, la pérennité de l'entreprise passe en deuxième, souvent quand il y a une belle opportunité de développer l'organisation, puis il manque la partie planification, à mon sens, à moi, parce que je suis quand même très, très rationnelle et on a des leaders qui sont plus charismatiques, instinctifs. Donc, des fois, ça fait des divergences de vision, si on veut, sont un peu allergiques aux mots étudier et analyser. Sont plus, on a une opportunité, saisissons-la et on verra après comment on va s'adapter. Fait que des fois, ça fait des clashs, mais je suis contente de voir que l'étape de planification est quand même importante. Puis dans l'exemple qu'on a eu aussi, là, elle est vraiment présente puis elle est très, très élaborée pour justement s'assurer de la pérennité de l'organisation puis qu'on puisse continuer d'offrir ou de réaliser la mission pour laquelle l'organisme a été créé au départ, puis de ne pas s'emballer dans des projets de développement puis d'expansion qui ont été moins réfléchis, si on veut, là, même si c'est super emballant, puis c'est le fun de voir qu'on peut avoir un impact ailleurs. Ben, je pense que la croissance, qu'on soit dans un organisme en but lucratif ou de l'économie collective ou dans le privé, il faut la réfléchir. Puis si on va trop vite, ben des fois, on va frapper un mur qui va nous forcer de toute façon à ralentir. C'est un peu ça que je retiens, là, que peu importe le modèle, la planification, elle a sa place. Puis je vais essayer de travailler de mon côté pour conscientiser, mais bon, c'est une autre histoire à ce niveau-là. Je ne sais pas si je peux me permettre, Manu Desbois, mais Oui. c'est ça, tu sais, ça me faisait penser beaucoup, Julie, à ce que tu disais, un certain qu'on l'a vécu, puis on va continuer à le vivre, tu sais, des opportunités, notamment de financement, où là, oh, tout d'un coup, ça fait notre affaire parce que, bon, c'est bien beau se développer, mais il faut continuer à manger, puis à payer notre monde, et puis à continuer à s'améliorer à l'interne. Puis des fois, des opportunités comme ça nous amène quand même à innover, à voir comment on peut saisir l'opportunité. Ça a apporté, dans l'histoire d'Incertec, ça a quand même amené du bon. Même s'il n'y avait pas eu une planification, un grand plan de match, une grande vision super élaborée, toutes ces petites opportunités-là ont quand même créé le modèle qui existe maintenant. Mais je pense que pour un déploiement de plus grosse envergure ou pour certains projets, justement, qui nous demandent d'investir pas mal d'énergie, ça vaut la peine, comme tu dis, de se poser la question, c'est-tu en lien avec ce qu'on veut, avec notre raison d'être? Parce qu'il y a ce risque de dérive, de mission dont on entend parler des fois, de dire, bon, ben, on est tellement enthousiaste face à tout ce qui peut se passer autour de nous qu'à un moment donné, oups, on bifurque un peu. Puis ça se peut que ça soit correct de bifurquer parce que les besoins ils ont évolué, parce que notre mission de base aussi, il faut qu'elle évolue parce que le monde autour de nous change aussi. Donc, des fois, préserver l'actuel, si l'actuel n'est plus tout à fait pertinent, ben, c'est correct de le faire évoluer. Mais au moins que ce soit
que ce soit une réflexion lucide, tu sais, qu'on se dise, OK, ben oui, ça nous amène un peu ailleurs, mais c'est correct parce que les besoins ont évolué, parce qu'on est capable de les documenter, parce qu'on sait que c'est ça qui est pertinent pour nous face à ce qui on est, etc. Fait que, je pense que c'est le fun d'aller chercher ce sens-là. C'est très motivant aussi, autant pour les promoteurs que pour les équipes à l'interne, de dire, OK, on s'en va là-bas parce qu'on connaît notre milieu autour de nous, puis on sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça peut être très chouette. Parce que Justine aussi, tu voulais réagir. Ben, c'était juste pour rebondir sur ce que Julie disait, pour le voir souvent là, dans les accompagnements que je fais. Ben, tu sais, cette question, c'est pas tout le monde, c'est leur tasse de thé, là, la planification, l'analyse, prendre le temps de s'asseoir. Puis ça veut pas dire qu'il y aura plus d'innovation ou de projets pilotes dans une organisation parce qu'on se met à, mettons, se doter d'une façon de faire qui est un petit peu plus planifiée puis qui est orientée autour des impacts qu'on veut générer. Parce que, tu sais, une fois qu'on a clarifié les impacts qu'on veut générer, ça, c'est comme un des fils décisionnels qui s'active. Quand il y a des opportunités dans l'environnement, on peut quand même décider d'embarquer dans une opportunité qui est pas complètement alignée sur les impacts qu'on voulait parce qu'on décide pour toutes sortes de raisons de le faire. C'est juste que ça évite de s'éparpiller quand même, d'avoir le réflexe de dire, OK, c'est aligné sur quoi par rapport aux impacts qu'on veut générer, cette opportunité-là. Si je la saisis, il faut que je sache pourquoi je la saisis, dans quoi ça s'inscrit. Puis ça, comment dire, je le vois souvent. Puis je pense quand on est dans un... J'ai vu énormément aussi d'organisations qui, à la fin des démarches, ont révisé leur mission. Tu sais, quand on dit quelque chose qui doit être aligné sur la mission, oui, mais ta mission, es-tu à jour? Alors, ça, c'est une autre question aussi. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire un petit tour de roue sur sa mission pour qu'elle soit vraiment alignée sur les besoins de l'écosystème qui sont actuellement pas assez répondus. Puis c'est ça notre contribution là, dans notre écosystème. Puis autre élément aussi, quand on pense planification stratégique, il y a différentes façons de les accompagner, ces planifications-là. Il y en a qui sont traditionnellement des démarches qui étaient jugées assez lourdes et laborieuses. Nous, dans notre cas, en tout cas, on ne fait pas de la planification stratégique traditionnelle. On fait vraiment des processus participatifs là, de clarté stratégique qui permettent de mettre en place un plan d'action à relativement courte échéance, plus sur du 18-24 mois que sur du 5-7 ans. Mais il faut quand même avoir la clarté sur les impacts qu'on veut générer dans 5-7 ans, mais surtout de clarifier quels sont les prochains pas. Et il faut voir les plans d'action comme quelque chose qui doit être agile et révisé aux 3 mois parce qu'on travaille en ce moment dans un écosystème qui change vite. Puis quand on teste de l'innovation sociale, quand on développe des nouveaux projets, il faut avoir cette agilité-là aussi dans nos pratiques de planification et d'évaluation. Donc, c'est vraiment ça l'approche là, qui est... C'est le petit point que je voulais faire. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus vraiment d'intervention, de demande d'intervention. Donc, on pourrait se dire merci vraiment pour la participation des uns et des autres. Je vois que le sujet a été assez captivant. Quelques-uns ont quitté avant la fin, mais oui, c'est correct. Il y a eu des urgences et tout. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci à nos experts pour votre contribution et tout. Ça nous fait plaisir à Entreprendre Sherbrooke de pouvoir collaborer avec des partenaires comme vous pour le bien de nos entreprises. Donc, ouais, on reste en contact. C'est sûr qu'on va vous solliciter encore d'autres fois pour venir éclairer nos entrepreneurs. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Oui, Judith, peut-être si tu as une minute. Oui, tout à fait. On va voir. Je pense qu'il y a un participant qui a oublié de quitter.
Oui, c'est ça. Je On ne peut sais pas comment peut-être faire pour le... arrêter Ah! arrêter l'enregistrement. Ouais, c'est ça, je vais aussi faire ça. Ah, parfait.